Joe, c'est un plaisir d'avoir tes toiles ici et aujourd'hui de prendre langue ensemble un petit peu parce que finalement on n'a pas eu encore le temps de se parler beaucoup. Alors apparemment il y a une passion de la peinture qui est ancienne, me semble-t-il. Tu vas me dire un petit peu quand ça t'a pris? Oh, ça m'a pris au berceau. Enfin, la peinture, non, mais le dessin, euh, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné. Alors, un incident autobiographique, si ça peut amuser la galerie. Je parlais pas. À 1 an et demi, ma mère s'inquiète et elle fait venir un médecin, on peut dire pédiatre, qui se révèle être un monsieur autrichien, Déjà sur la voie. le docteur Schwal, qui regarde la situation et lui dit donnez-lui un crayon et foutez-lui la paix. Voilà, Oh, ça génial. commençait comme ça. Donc j'ai toujours dessiné, mais la peinture, à proprement parler, je m'y suis mis il y a plusieurs décennies, enfin 30, 40 ans. Mhm. Joe, tu vas me dire aussi un petit peu, tu m'as dit des bribes, mais on n'a pas eu le temps d'aller très loin. Tu as fait plusieurs choses, pas seulement de la peinture. D'abord, tu es psychanalyste Oui, aussi, je crois. oui. Et il me semble que tu as travaillé dans le cinéma. Qu'est-ce Alors je que... suis venu au Et cinéma, tu es égyptien, je crois qu'on ne peut pas je éviter de suis le né en dire là. Égypte, je fais partie des juifs égyptiens qui n'existent plus, donc le dernier des Mohicans, ils sont dispersés aux quatre coins. Euh, le cinéma, j'y suis venu parce que la famille était dedans. La famille de mon père, j'ai un grand-père qui était. Je viens d'une famille d'artistes musiciens et je suis le seul à faire de la peinture. Mais bon, ils étaient dans l'industrie du cinéma. Ma tante était une star en Égypte. Mon grand-père était le premier chanteur en arabe qu'on ait entendu au Metropolitan Hall à New York. Ah, C'était en 27. Et puis ma tante a fait une carrière phénoménale et mes oncles, j'avais un oncle compositeur, un autre qui était monteur et ils produisaient des films en Égypte. Donc moi je viens d'un monde sans images, au sens sans images peintes. Je viens d'un univers, au pays musulman, la peinture n'existe mhm, pas. Ce qui existe pour moi dans l'enfance, c'est le cinéma, c'est la photo, noir et blanc. C'est lorsque je vais au studio voir mon oncle monter des films, j'apprends l'anglais en écoutant Gary Cooper. Et voilà, je suis dans cet univers-là. Je ne découvre la peinture que grâce à mon père qui un jour amène un livre. Parce que mon père était un homme, d'abord il s'habillait merveilleusement bien, ça c'est pour la couleur. mhm. C'est un dandy de la couleur. Et son métier consistait à acheter des dessins en Europe pour les faire imprimer en Égypte. Il a imprimé des millions de mètres de coton en Égypte. Donc la couleur, c'est son domaine à lui. Il a fallu que j'aille le conquérir parce que je n'avais vraiment pas doué pour ça au départ. Voilà, je ne sais plus pourquoi je te parle de tout ça, parce que je suis venu à travailler dans le cinéma parce que je m'intéressais je faisais des études pour la communication du cinéma. J'ai inventé une méthodologie pour analyser le bouche à oreille avant qu'on lance le film. Mhm. Et ça a fonctionné. Bon, j'ai piloté 35 longs métrages avec cette approche. Bon, ça c'était. Mais en Égypte, Non, ça. non, ça c'était Ça, ici. c'était en Je suis France. arrivé ici, j'avais une dizaine d'années. Mhm. Voilà. Donc j'ai gardé des atomes crochus avec le cinéma. Oui, alors, eh bien, dans ce que tu as exposé ici, il y a quand même quelque chose qui est bien évidemment une sorte de thème. Je ne sais pas si tu l'as choisi ou c'est quand même une constante chez toi. C'est le café. Et alors, c'est très parisien, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que c'est parisien au sens, c'est vraiment l'antre dans lequel les Parisiens se réfugient. Malheureusement, ça n'est plus très actuel parce que les cafés ne sont plus ceux qui sont. Donc, ce que tu fais, pas peut-être dans la forme en tout cas Oui. qu'on a connue il Oui. y a un certain nombre d'années avec la présence des télévisions dans les cafés. Il y a des bruits qu'on n'entendait pas dans les Ah oui, cafés oui, avant. On ne peut plus cette travailler. manie de mettre de la musique dans les Oui. cafés qui est épouvantable. Ça, malheureusement, c'est l'évolution. Mais le café, c'est un thème qui s'est un peu imposé à moi. Parce que d'abord, Oui. j'ai écrit 2 ou 3 thèses. J'ai besoin d'être en présence de gens et sans être interrompu. Ça me donnait une présence. J'aime pas travailler seul, dans Mhm. l'isolement complet.
sauf quand je peins. Et le café, c'est le lieu où tu peux être à la fois dehors et dedans. C'est un embrayeur. Tu es en présence des autres et soustrait de leur intrusion. Donc c'est un lieu de sociabilité qui existait déjà en Égypte, parce que le café en Égypte c'était aussi une institution, et ça le reste. Naguib Mahfouz a écrit tous ses romans sur les cafés. Mais voilà, donc ce thème, il m'est cher parce que c'est un lieu de solitude habité. Voilà. Et donc j'ai essayé effectivement, je fais des portraits de café finalement. Il y a aussi les garçons de café qui sont très garçons, présents avec leur tablier blanc. Les garçons et leur agressivité légendaire. Voilà, qu'on ne voit plus non plus tout à fait sous cette forme. C'est un peu folklorique. C'est vrai qu'il faut aller dans certains cafés pour trouver ça. La brasserie traditionnelle avec la touche de noir et blanc, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement le personnage, c'est au niveau chromatique. Oui, oui. Justement, tu parles du chromatique. Tu as écrit un texte que tu m'avais envoyé, que je n'ai pas retrouvé là, oui. sur la question de la couleur, me semble-t-il. Oui. J'ai fait un essai psychanalytique pour essayer de répondre à la question que Van Gogh, à un moment donné, dans une lettre à Théo, il lui dit « Il y a bien une raison pour qu'on trouve beau ce qu'on trouve beau ». Et il répond Chevreul, etc. Enfin, il lui semble que la réponse est évidente. Moi, il a fallu que je revisite toute cette affaire, mais de très près, pour essayer d'établir, pour répondre à cette question de l'action psychique que la couleur opère sur nous. Mais je ne peux pas développer ici parce que c'est un peu long. C'est le texte qui va être soutenu, je pense, au Cercle Freudien. Ah oui, parce qu'on pourrait peut-être le mettre aussi sur le site lorsque on fera passer cette interview avec toi. On pourra passer ce texte peut-être. Et avant de passer peut-être au texte aussi que tu as fait circuler, la petite page que tu as fait circuler ici, qui donne une idée quand même de ton approche de la peinture. Je voulais aussi rappeler ce tableau qu'on montrera peut-être celui qui parle de l'Égypte. Qui parle de l'Égypte, qui est assez drôle avec tous ces personnages. Oui. Comme tu m'as dit que c'était revenu comme une réminiscence tout d'un coup. Oui. Ces personnages, ces objets. C'est un peu un défi, parce que je suis allé en Égypte, j'ai encore des cousins qui sont nés de mariages mixtes, qui vivent toujours en Égypte. Et j'y suis retourné là en début d'année, et en revenant d'Égypte, j'ai éprouvé le besoin de faire cette chose impossible qui est de mettre une narration sur un tableau, parce que c'est dans la peinture contemporaine, on n'arrive pas à mettre deux personnages sans que ça ne devienne assommant. Donc comment faire pour mettre plusieurs personnages dans un même tableau? Je ne pense pas y avoir réussi, mais en tout cas je parle effectivement d'un aspect de l'Égypte qui est très autobiographique, c'est cet enfer du jeu. Du jeu de hasard, de cartes, de courses de chevaux, qui a été jusqu'au canal de Suez, qui est encore... Il y a eu dans ce pays un culte du jeu pendant un certain nombre de décades, qui doit continuer dans certains milieux, mais il n'avait pas atteint ce milieu. Je ne sais pas si c'est une marque des sociétés pré-révolutionnaires, à Cuba aussi, avant que ça se casse la gueule. Le jeu prenait des proportions phénoménales. Et moi j'ai connu ce monde, cet apocalypse du jeu, qui a ruiné ma famille. Enfin bon, donc je l'ai restitué là, avec les quelques cartes à jouer que tu vois devant les personnages et les courses de chevaux qui sont au-dessus. Puis voilà, j'ai tenté de faire quelque chose pour résumer un peu le monde de l'enfance. Oui, comme l'écran de tes souvenirs voilà. Égyptiens, si on peut dire. Oui. Une présence animale qui était très importante. Ah oui. Il y avait une très forte présence animale déjà dans les rues. Il y avait les ânes qui tiraient les chevaux. On voyait passer des chameaux de temps en temps. Les chats, etc., les chiens. Mais ils étaient dans la rue. Ils étaient dans la rue. Les animaux de compagnie. Voilà, et puis il y avait des animaux. Il y avait le zoo, évidemment, mais il y avait des milans qui planaient en l'air. Les Arabes élevaient des poussins sur les toits, ce qui attirait les prédateurs. Enfin, il y a une vie animale dans mon enfance qui est extrêmement prégnante, que l'on trouve, même au Caire, ça s'est effacé. Ah oui. Il n'y a plus ça.
Mhm. Bah, ça a changé. Le monde change. On change. Le monde change. Oui, pour revenir peut-être, Joe, un peu à la peinture, dans ce texte que tu as fait circuler, Peindre encore, Oui, tu dis un certain nombre de choses, bien sûr, ton approche de la peinture, en fait. Et à la fin, tu parles de la causa mentale, cette expression qu'on connaît un peu, mais tu précises, elle est d'abord faite de main d'homme, une pensée par frottement qui finit par se voir, où le peintre, le pauvre, il croit qu'il va s'en sortir. c'est Picasso qui dit ça. Oui, oui, tu Ouais, le précises, ouais. bien sûr. Il y a une présence effectivement du corps, et on entend bien que ton rapport à la peinture, c'est quelque chose de pulsionnel, Complètement. qui est, qui est une nécessité, comme pour beaucoup d'artistes. Ouais. Sans ça, ils ne peuvent pas vivre. Ouais. Hein, c'est de l'ordre d'une nécessité, on ne peut pas le dire autrement. Et pour toi aussi. Mais alors, quand tu dis, elle est d'abord faite de main d'homme, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la causa mentale? Ouais, si, Est-ce que tu peux... ce que je peux te dire là-dessus, c'est que je suis extrêmement, comment dire, je suis à l'écart de cette pensée très platonicienne qui voudrait que l'artiste ce soit un pur esprit et que toute l'œuvre soit résumée à une affaire de pensée. Mm, Là, ça pense avec la main, ça pense avec tout le corps. mm, C'est-à-dire qu'on peint sur les trous du langage. On peint sur ce qui est impossible à dire. Hein, quand Van Gogh veut dire jaune, il ne peut pas le dire, alors il le peint. Picasso, comment dire le nu? Picasso est un monsieur qui a un très grand vocabulaire. Pourquoi il utilise dire? Dire le nu. Hein, la crudité du nu. C'est impossible à dire, il faut le peindre. Ça traverse le corps. il faut le montrer. Voilà. Ce qui ne peut pas se dire, il faut le montrer, comme disait Wittgenstein. Là. Je crois qu'il disait qu'il faut le taire, alors qu'il Non, faut le il montrer. disait aussi, il faut le montrer. Voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, effectivement, c'est des points de souffrance de l'impossible à dire qui viennent, Pousse. qui poussent. Mais après, il y a cette participation de la pensée qui ne veut pas dire sans corps, de toute façon. Ah ben non, Hein. ça ne veut pas dire sans corps, C'est une mais recherche en pensée. voilà, on en a fait du sans corps. C'est ça, Mm. c'est là-dessus que j'insiste. C'est parce qu'on a voulu croire que... C'est pour ça que je te disais, je ne suis pas un artiste, je suis un peintre. L'artiste, c'est l'histrionisme social. Je n'y tiens pas du tout. Je veux rester du côté de l'artisan consciencieux. Mhm. Voilà. Et là, oui, bien sûr que ça pense, mais ça pense autrement que par le Autrement, langage. oui. D'ailleurs, c'est vrai que quand on a vécu avec ma mère étant peintre, c'est vrai que le souvenir que j'ai, c'est très matériel. Oui. C'est les odeurs de térébenthine, Oui. c'est les toiles qu'il faut déplacer. Oui. C'est C'est un art très physique. C'est un art Bien physique. sûr, pas autant que la sculpture, par exemple. Oui, bien sûr, la sculpture, c'est Qui est encore vraiment un travail. un autre sport. Oui, c'est un autre sport. Mais la peinture, c'est Mais il y a de la extrêmement- manutention, Absolument, comme je disais absolument. toujours. Oui, mais c'est à Oui. la fois une décharge nerveuse et physique intense. Oui, oui. C'est comme le jeu d'échecs, on croit que c'est un truc purement mental, c'est une foutaise. Le jeu d'échecs, il perd 3 kilos pendant une partie. Ouais. C'est Bah, tout ce qui est intensément physique. pulsionnel et physique. Bien sûr. Mm, Bien sûr. mm. Et tu peins beaucoup? Comment ça se passe? Alors, écoute, Quelle part ça a dans ton je quotidien, m'efforce dirais. de garder une discipline et de travailler pratiquement tous les jours. Ça dépend des sujets. Quand le sujet est là, c'est comme un coup de téléphone, il faut y aller, tu dois répondre. Et voilà, mais oui, disons que depuis une quinzaine d'années, je peins pratiquement tous les jours. Ah oui. Mhm. Et tu peins, quand tu vas dans tes cafés, tu fais des croquis, et après Oui, comment c'est tu... très très variable. Alors ça, c'est un truc très mystérieux. Comment le sujet arrive, en fait, le sujet de la Oui. représentation. Ben, il s'impose à toi. Ça peut être en visitant un marché, parce que le marchand de légumes a posé une aubergine à côté d'un citron. Ça fait tilt. Mhm. Ou ça peut être la rencontre Et d'une ça, image. par exemple, Ben, cette gitane, c'est issu d'une image en noir et blanc qui a été entièrement revisitée, remaniée. Je me retrouve avec ce que moi je voyais comme une Madone. Alors qu'au départ, j'ai une femme en loque qui tient un enfant. dans la rue ou en image? C'était une C'était photo une en photo. noir et blanc qui doit dater des années 30 d'ailleurs. Ah oui. C'est des rencontres plastiques Mm.
qui s'impose à toi, tu ne sais pas comment. Alors, il arrive que ce soit dans un texte aussi. Il y a des textes qui font surgir un sujet qu'il faut ensuite faire exister matériellement. C'est très bizarre. Ah oui, bien sûr. La manière dont ça voyage. Bon, je peux te citer un exemple très étonnant, oui, parce que je lisais Francis Bacon à un moment donné, les entretiens avec David Sylvester. Oui, oui. Et il parle c'est l'analyse que fait Deleuze, il parle de mettre des marques de peinture au hasard, comme on fait de l'association libre, verbale, jusqu'à ce qu'un accident se développe et vous permette de dire, voilà, donc je suis parti en faisant ça, en jouant au dé avec le marquage manuel, et en sachant pas si j'allais dessiner un vélo ou peindre un immeuble, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il allait sortir. C'est comme les squiggles aussi de Winnicott. Winnicott, exactement. Et à un moment donné, il y a cet accident qui impose une oreille et le début d'une joue et l'orbite d'un œil, et je peins la tête, et c'est un noir qui est devant moi, et je dis c'est Abouzette. Abouzette, c'est l'homme qui m'a élevé, parce que c'était ma nounou, quoi. J'ai eu un homme comme nounou, c'était un grand Soudanais de 2 mètres. Et donc je peins le portrait d'Abouzette qui est sorti de ce hasard. Et 2 jours après, j'apprends qu'Abouzette est mort. Alors à quoi ça tient? C'est complètement mystérieux. Freud nous en a dit des choses, mais on ne sait pas tout. L'occulte. Là, c'est un drôle de truc. Oui. Et puis il y a aussi justement les portraits, qui sont remarquables d'ailleurs. Et là, tu les fais... Alors, c'est très là aussi, c'est très variable. J'ai commencé à peindre les portraits parce que je voulais retrouver les petits camarades que j'avais avec moi à l'école en Égypte. Tout ça, une envie Donc, les premiers sont venus d'imagination. Et puis, un jour, je suis tombé sur un livre de photographie des criminels au moment de l'arrestation. Ce qui est un moment... particulièrement traumatique. Ce n'est pas sans rapport avec l'arrestation de mon père, parce que mon père a été arrêté quand j'avais 10 ans par la police égyptienne. Bref, donc ce trauma, il s'est retrouvé là, et j'ai commencé à peindre. Des fois, c'était pas des criminels. Frank Sinatra, le premier portrait que j'ai fait, arrêté par la police pour des histoires de mœurs, comme par hasard. Oui, quand même. Et voilà. Et bon, donc j'ai fait pas mal de gens un peu louches, là, il en reste quelques-uns, là. Et puis, par glissement, alors, des fois j'ai fait poser des gens, des fois je tombe sur un cliché, des fois je prends le croquis. Encore une fois, tu sais, il y a peinture dans des moments où on s'y attend pas, c'est pas comme tu prends le pinceau. Je suis assis dans un café, je regarde la nuque d'une femme, et Fragonard est là. Donc il y a peinture à ce moment-là. C'est beaucoup dans le regard, dans quelque chose que le regard ça convoque quelque chose qui est là. Et tu sais le mettre en forme, voilà. Ce qui pour moi était tout à fait magique. Parce que quand tu as une mère peintre et que tu vois qu'elle arrive à représenter les choses comme ça, pour moi c'était de l'ordre de la magie. C'était incroyable. Oui, il y a cette part. C'est resté même une des questions qui m'a porté aussi vers l'analyse, bien sûr, pas seulement. Comment peut-on donner forme comme ça, visible à quelque chose que moi je voyais, mais je ne pouvais pas le représenter en tout cas. C'est un long apprentissage qui nous attrape parce qu'on ne peut pas parler ou parce qu'on ne veut pas parler. Ça passe par le geste. Oui, sans doute. Ça commence très tôt. Oui, en général, ça commence tôt, oui. Chez les gens que ça tient vraiment au corps, c'est ça. Comme tu dirais. Oui. Alors, parmi les portraits, là, il y a aussi des gens tout à fait honorables. Tout à fait, oui. Que je sache, ne fait pas partie de tes personnages un peu plus... Parce que soit c'est un regard, je ne sais pas, ça peut être la forme d'une pommette, ça peut être... à quoi ça tient à très peu de choses, que le visage se mette à vous parler, vous convoque, et exige d'être représenté. Bon, oui, effectivement, il y a Simone Veil, il y a quelques bandits quand même. Il y a mon copain Jacques qui a vraiment une tête de philosophe grec. Ah oui, qui était là hier soir d'ailleurs, à tes portes ouvertes. Oui, il est assez extraordinaire. Oui, c'est on le remarque. Le deuxième à gauche. Oui.
oui. Ouais. Vous avez, celui du centre, c'est un jeune égyptien, un jeune chamelier égyptien. C'est moi qui ai pris la photo quand j'étais là-bas. J'ai trouvé qu'il avait une tête extraordinaire. Il sortait tout droit d'une fresque. Le type s'est conservé. Enfin, le type nubien des pharaons s'est conservé complètement. Oui, il y a un type physique. Il y a un type physique, bien sûr. Voilà. Ou alors ça peut être cauchemar comme ma belle-fille parce qu'elle est trop jolie. Les gens beaux, c'est toujours un cauchemar. Surtout les femmes. Parce que, ah oui, un cauchemar. Oui, pour le peintre. C'est comme les fleurs, c'est tellement impossible à représenter. C'est trop lisse, c'est trop parfait. Est-ce qu'on peut ajouter de plus? Oui, oui. Vous trouvez la faille par laquelle s'introduire, si je puis dire. Oui, oui, c'est Et lui, qui est-ce? Ah bon, ça c'est monsieur Jules Bonneau, la bande à Bonneau. Ça c'est un cliché. Alors souvent les photos en noir et blanc, les clichés anciens, déclenchent quelque chose chez moi parce qu'il y a déjà une puissance plastique dans la photo. Après, le problème c'est de la transférer ou la transposer, la retravailler pour que ça devienne un corps peint. C'est pas évident, mais cette présence du noir et blanc qui est devenue qui est sortie des mœurs, parce que le noir et blanc ça fait plus partie, ça avait une charge bien sûr. Émotionnelle, plastique, propre. Le film expressionniste. L'expressionnisme allemand, c'est fabuleux. C'était des sculpteurs de lumière, les types qui faisaient ça. C'était vraiment formidable. Donc voilà, pour les personnes, je continue les portraits puisque finalement, c'est un dialogue. Oui, j'imagine, oui, ça doit donner d'autres. C'est un autre rapport à la toile, j'imagine. Ah oui, c'est un autre. Que quand tu fais, je ne sais pas, un fruit, des légumes ou une nature morte. Oui, j'ai peint des fruits et légumes très longtemps parce que mon père travaillait quand il est venu en France et qu'il n'avait plus de métier. Il est devenu mandataire au Hall. Il fournissait des fruits et légumes. Donc, tous les soirs, je l'entendais prendre des commandes. Et quand il est mort, en hommage à mon père, j'ai peint des natures mortes pendant un certain temps. Et ça m'a appris la couleur, la nature morte. Sûrement. Oui. Et du coup, j'associe un peu sur le fait que tu es aussi analyste. Et j'avais envie de te demander, parce qu'on dit toujours, tu sais, que peut-être la psychanalyse enlève cette potentialité créative. Or, moi j'ai entendu des points de vue assez différents, notamment chez un grand peintre qui lui a fait une analyse et disait combien, au contraire, ça l'avait aidé. Je ne sais pas comment toi, comment je me débrouille avec ça. Tu te débrouilles, comment ça t'a... Quelle marque ça a donné à ta peinture, du coup, à ta créativité? Non, je ne peux pas dire que la psychanalyse provoqué le moindre problème pour ce qui est de mon activité picturale. Donc le sujet peignant qui s'affirmait en moi pendant toutes ces années, au contraire, a été soutenu. Soutenu, c'est ça qui est intéressant. Oui, ça empêche de tomber dans certaines formes de désespoir et puis ça permet de développer une pensée de la chose. Mais ça ne te vient pas du travail que tu fais toi sur le divan. C'est quelque chose que tu fais en parallèle. Le sujet peignant et le sujet de l'analyse, j'ai pas l'impression qu'ils se rencontrent autant que ça. En tout cas, pour ce qui me concerne. Je dirais les choses comme ça. Parce que c'est un sujet sans parole, celui qui peint. Oui, c'est vrai, sans doute. Oui. C'est dans les failles du langage. C'est ce que je disais, c'est dans les failles, dans les trous du langage que ça peint. Donc ça a continué à peindre tout en étant soutenu. Oui, non, mais quand ça venait sur le divan, les quelques fois, au contraire, ça m'a permis de me rassurer sur certaines difficultés. Alors, par exemple, un beau jour, Serge Widerman me lâche, je ne sais plus à quel propos, puisque peindre, c'est ce que vous aimez faire le mieux. C'est resté là et ça a été un soutien pendant des années. Du moment où je défaillais, etc. Ça revenait comme, comme une parole que tu as entendue dans ton enfance et qui t'a porté. Oui, absolument, exactement de la même manière. Mais parce que je crois que la peinture,
c'est une discipline qui convoque la catastrophe pour essayer ensuite de s'en extraire. Ça ne se voit pas, mais chaque fois qu'il y a création, on traverse la catastrophe. Oui, bien Et sûr. donc il faut quand même avoir des soutiens et des étayages pour traverser la catastrophe. Et l'analyse, ça m'a considérablement soulagé de ce côté-là. Ça n'a jamais interféré ou coupé l'envie de peindre. Parce que c'est vrai qu'on peint pour mettre quelque chose devant le monstre, comme n'importe quelle création, ou l'écriture. C'est pas parce qu'on soulage la monstruosité qu'on va renoncer à peindre. Oui, c'est sûr. Bah, écoute, c'est peut-être une jolie formule que tu nous... On va s'arrêter là-dessus alors. Continuer à peindre. Merci. Merci à toi.